GLP1 et ménopause, révolution métabolique ou fausse bonne idée? Je suis le docteur Sachetti, je suis médecin esthétique et anti-âge et micronutritionniste. Ici, vous êtes sur ma chaîne YouTube, on parle de santé et de santé de la femme. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos suivantes. GLP1 et ménopause, GLP1 et périménopause, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, vous savez, c'est ces médicaments qui sont absolument partout. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans les magazines, ils sont dans les conversations entre amis et de plus en plus même dans les cabinets médicaux. Mais il y a une question qui revient très souvent chez les femmes et notamment chez les femmes après 40 ans. Est-ce que ces analogues du GLP1 sont une bonne idée à la périménopause ou à la ménopause? Est-ce qu'ils vont réellement aider lorsqu'on a pris du poids au niveau du ventre, par exemple? Est-ce qu'ils corrigent ce fameux ralentissement métabolique que beaucoup de femmes ressentent après 40-45 ans? Ou alors, est-ce qu'ils risquent au contraire d'aggraver la fonte musculaire, la sarcopénie, d'aggraver la fatigue, le relâchement du visage, voire même la fragilité osseuse? La réponse, vous vous en doutez, elle est un peu mitigée. C'est ni totalement oui, ni totalement non. Ces traitements, ils peuvent être extrêmement intéressants chez certaines femmes, mais ils peuvent aussi évidemment être assez mal utilisés, prescrits à des personnes qui n'en ont pas réellement besoin, ou alors administrés sans aucune stratégie de préservation musculaire. Et ça, c'est un risque important. Dans ce cas, une femme peut perdre du poids sur la balance, mais sa composition corporelle va vraiment se dégrader et se dégrader en altérant sa santé. J'aime vraiment cette idée que la santé après 40 ans, elles doivent te prendre en compte les 5 piliers que sont l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, le sommeil, mais aussi les relations sociales. J'accompagne particulièrement les femmes après 40 ans avec une vision globale de la santé, de leur métabolisme, de leurs hormones et de leur composition corporelle. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la ménopause modifie finalement la répartition des graisses, comment ça fonctionne, ces analogues GLP1, dans quelles situations ils peuvent être indiqués, pourquoi la balance ne suffit clairement pas dans la majorité des cas, comment faire pour éviter de prendre de la graisse, mais aussi et surtout de perdre du muscle, et enfin, comment articuler lorsque c'est pertinent ce traitement, qui de base est un traitement de l'obésité, une activité physique adaptée, une bonne nutrition, éventuellement un traitement hormonal pour la ménopause, et bien sûr, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner la stratégie que j'appelle GLP1, protéines et renfo. Ça, c'est vraiment... non, ça, tu vires. Restez bien jusqu'à la fin. Alors, on commence par arrêter de culpabiliser les patientes. On a longtemps dit la prise en charge du surpoids, de l'obésité, mangez moins, bougez plus. Sous-entendu, si vous ne perdez pas de poids, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts. Cette vision, non seulement elle est extrêmement culpabilisante, mais elle est aussi médicalement complètement incomplète. L'obésité, on sait aujourd'hui que c'est une maladie chronique qui est complexe, qui va impliquer bien sûr la balance énergétique, donc le rapport entre ce que l'on mange, ce que l'on consomme et ce que l'on va dépenser. Il ne faut pas nier les lois de la thermodynamique, mais cette balance énergétique, elle est extrêmement influencée par de nombreux facteurs. La génétique, la régulation de l'appétit, la satiété, le sommeil, le stress, les traitements médicamenteux, la masse musculaire évidemment, l'activité physique spontanée, l'environnement alimentaire, mais aussi les hormones sexuelles, les signaux échangés entre l'intestin, le tissu adipeux et le cerveau. Donc, le problème ne se résume pas aux calories. Le problème, c'est de croire que l'on contrôle consciemment et parfaitement tout ce qu'on mange et tout ce qu'on dépense. Tous les mécanismes qui déterminent ce qu'on mange, combien on va bouger, combien l'organisme finalement va dépenser. Et lorsqu'une personne perd du poids, l'organisme ne reste pas passif, la faim peut augmenter, la satiété peut diminuer et la dépense énergétique peut malheureusement se réduire. Donc, on va avoir des gens qui vont, de manière même inconsciente, se mettre à bouger moins. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Ça ne signifie pas que la perte de poids, elle est impossible, mais ça explique vraiment
Pourquoi maintenir une perte de poids sur le long terme, c'est beaucoup plus difficile que ce que laisse entendre ce simple conseil. Il suffit de manger moins et de bouger plus. Les recommandations récentes, elles considèrent désormais la pharmacothérapie, c'est comme ça qu'on l'appellera, comme une composante possible de la prise en charge chronique de l'obésité. Et c'est vraiment pas un traitement honteux ou réservé à des personnes qui manquent de volonté. Ça, c'est important de le signaler. Je pense vraiment qu'en consultation, la première étape, c'est de dire à une patiente, vous n'avez pas échoué, votre organisme est soumis à plein de mécanismes biologiques qui sont très puissants, et maintenant on va chercher ensemble les bons leviers. Ça change tout. Alors, pourquoi le corps change à la périménopause et à la ménopause? Pourquoi c'est plus compliqué? C'est l'une des plus grandes incompréhensions concernant la ménopause, la périménopause, la baisse des oestrogènes, c'est de penser que toutes les femmes vont obligatoirement prendre énormément de poids uniquement à cause de la chute des oestrogènes. La réalité, elle est plus nuancée. Le vieillissement, la diminution spontanée d'activité physique, mais aussi la perte progressive de masse musculaire qu'on appelle la sarcopénie, le sommeil qui est perturbé et même certaines modifications au niveau des habitudes alimentaires, tout ça, ça participe à la prise de poids. Et la transition ménopausique, elle joue un rôle important dans la répartition de ce poids. Avant la ménopause, les oestrogènes vont favoriser davantage une répartition qu'on appelle gynoïde des graisses, c'est-à-dire au niveau des cuisses, du bas du corps. La graisse, elle est donc vraiment stockée sur ces endroits-là, les hanches, les fesses, les cuisses. Après la ménopause, la chute des oestrogènes va favoriser le plus souvent une redistribution androïde, c'est-à-dire vers l'abdomen, et une augmentation de cette adiposité viscérale. Les études récentes, elles confirment que la ménopause est associée en moyenne à davantage de graisse viscérale et surtout à une composition corporelle qui est moins favorable. Même si ça ne s'associe pas à beaucoup de kilos supplémentaires. On a simultanément une diminution de certains compartiments de masse maigre, de muscles, et il est important de distinguer aussi deux types de graisse. On a la graisse sous-cutanée. Ça, c'est celle qui est sous la peau. C'est celle que vous pouvez pincer. Alors, évidemment, elle peut être présente en excès, mais son activité métabolique, elle n'est pas la même que la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est celle qui est un peu autour des organes. Elle se situe plus profondément au niveau du ventre, de l'abdomen, et elle est davantage pro-inflammatoire. Elle est associée à l'insulinorésistance et du coup à l'inflammation métabolique qui sont liées et au diabète de type 2, même à la stéatose au niveau du foie et au risque cardiovasculaire. C'est pourquoi on insiste autant sur cette graisse viscérale. C'est donc tout à fait possible de ne prendre que quelques kilos à la ménopause, mais de constater une modification, par exemple très localisée, une modification importante si vous mesurez votre tour de taille. Et c'est parfois cette modification de la composition corporelle qui est vraiment la plus importante à regarder sur le plan métabolique, sur le plan santé, et non pas uniquement sur un plan esthétique. Autrement dit, à la périménopause et à la ménopause, la question, c'est pas seulement combien je pèse, la question, c'est surtout où se localise la graisse et quelle est la masse musculaire. Un bon indice, c'est le tour de taille qui est associé à la résistance à l'insuline et qui devrait être inférieur à 80, par exemple, chez la femme. Autre question, quel est votre état métabolique? Alors, voyons un peu l'insulinorésistance qu'il faut comprendre. On va parler d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui fait peur alors qu'elle est absolument vitale à la survie. Elle est indispensable. Cette hormone, elle permet au glucose d'entrer dans les cellules et elle participe du coup à la gestion mais aussi au stockage de l'énergie. C'est vraiment pas une mauvaise hormone, hein. Le problème, il apparaît lorsque les tissus deviennent moins sensibles à l'action de l'insuline. À ce moment-là, c'est le pancréas qui la sécrète. Le pancréas, il doit alors sécréter davantage d'insuline pour maintenir un taux de sucre dans le sang, une glycémie correcte. C'est ça qu'on appelle l'insulinorésistance. Pendant un certain temps,
une personne peut avoir une glycémie qui reste relativement normale alors que déjà le pancréas est en train de s'activer et l'organisme produit déjà beaucoup plus d'insuline. L'insulinorésistance, elle est fréquemment associée à une accumulation de graisse abdominale, mais aussi à des triglycérides élevés sur le bilan, à une diminution du HDL cholestérol, associée aussi à une hypertension, à une stéatose au niveau du foie, une stéatose hépatique, et également elle peut être associée à un syndrome des ovaires polykystiques qu'on appelle maintenant syndrome métabolique ovarien, SOMP, multifactoriel, un SOMP a des apnées du sommeil, a une augmentation du risque de diabète de type 2. Et là, on a vraiment un cercle très défavorable. La graisse viscérale, elle favorise l'insulinorésistance et l'inflammation. Et l'insulinorésistance va rendre à son tour la régulation de la faim, de la glycémie et du stockage énergétique beaucoup plus difficile. Alors, attention à une simplification fréquente sur les réseaux sociaux. L'insuline n'annule pas les lois de la balance énergétique et elle ne rend pas à elle seule la perte de poids biologiquement impossible. Elle constitue plutôt en fait un des éléments du système qui va rendre la régulation de l'appétit, de la prise alimentaire et du métabolisme plus difficile. Donc c'est dans ce contexte que les traitements vont agir sur les incrétines et ça peut devenir très intéressant. Qu'est-ce que c'est GLP-1 ? GLP-1, c'est, on pourrait dire en quelque sorte, une hormone naturellement produite par l'intestin et principalement après le repas. Elle participe à plusieurs mécanismes. Elle va d'une part stimuler la sécrétion d'insuline de manière dépendante du glucose. Elle réduit aussi la sécrétion inappropriée de glucagon. Elle agit sur les centres cérébraux de l'appétit et de la satiété et elle ralentit la vidange gastrique, surtout au début du traitement et lors d'augmentation des doses. Les agonistes du GLP-1 imitent ou prolongent certains effets de cette hormone. Ils ne font pas fondre la graisse directement comme un produit qu'on appellerait lipolytique. Ils vont modifier surtout la régulation de l'appétit, de la satiété et des prises alimentaires. Beaucoup de patients décrivent une diminution de ce qu'on appelle le food noise, le bruit alimentaire. Le food noise, c'est ces pensées permanentes autour de la nourriture. Qu'est-ce que je vais manger? Combien je vais en manger? Est-ce que je peux reprendre encore un peu de quelque chose? Mais pourquoi j'ai encore faim? Je devrais résister. Bref, ne pensez qu'à ça. Pour certaines personnes, ce food noise, il occupe vraiment une part considérable de l'espace mental dans la journée. Lorsqu'il diminue, elles décrivent pas seulement une baisse d'appétit, elles vont vraiment décrire parfois un véritable confort. Donc, pourquoi j'ai encore faim? Est-ce que je devrais résister? Et dans ce cas-là, ces personnes, elles peuvent manger une quantité raisonnable, ressentir la satiété, vraiment passer à autre chose. Alors, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais quand même, il ne faut pas comprendre. Le sémaglutide, c'est un agoniste du récepteur GLP-1. Ozempic contient du sémaglutide. On refait. Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Ne confondons pas tout. Ozempic contient du sémaglutide. Son autorisation en Europe, elle concerne le diabète de type 2.
Wegovy, elle contient également du sémaglutide, à un schéma posologique destiné à une prise en charge du poids chez les personnes qui répondent aux indications. Dire je prends de l'Ozempic pour maigrir, ça revient donc pas exactement à parler du médicament spécifique autorisé. La tirzépatide est commercialisée sous le nom de Mounjaro. C'est pas uniquement un agoniste GLP-1, il agit sur GLP-1 et il agit aussi sur GIP, qui est une hormone incrétine. La double action va lui permettre une perte de poids plus importante que celle obtenue sur les premières générations de traitement. En Europe, Mounjaro, c'est pour le diabète de type 2 et la gestion du poids chez les adultes qui présentent une obésité ou un surpoids accompagné d'une comorbidité. Le liraglutide, c'est un agoniste de GLP-1 plus ancien qui est utilisé dans la prise en charge du poids. Victoza, c'est utilisé dans le diabète de type 2. Je pense qu'on peut zapper ce chapitre 5, il est nul. Partie 6. Donc, quelle perte de poids on peut attendre? Les résultats, ça dépend vraiment de la molécule, de la dose tolérée, de la durée du traitement, mais aussi du profil de la personne et de l'adhésion au traitement. En général, avec du sémaglutide, par exemple, les gens vont perdre autour de 15% de leur poids corporel à plus de 1 an de traitement. Avec des traitements comme Mounjaro, on peut même dépasser 20%. Alors, une perte de 10% du poids peut déjà cliniquement être hyper intéressante, améliorer la glycémie, la pression artérielle, la stéatose hépatique, les apnées, la mobilité, les douleurs articulaires et aussi le risque cardiovasculaire. Ça, c'est important d'en tenir compte. On ne parle pas seulement d'esthétique, là, on parle vraiment de réduction de complications métaboliques chez des patients bien sélectionnés, évidemment. Qui peut bénéficier finalement de ces traitements? En Europe, les principales indications, c'est la gestion du poids. C'est encore basé vraiment sur un IMC élevé et la gestion du diabète de type 2 avec, par exemple, une hypertension, une dyslipidémie, une apnée du sommeil, une maladie cardiovasculaire, des complications métaboliques. Alors, est-ce que l'IMC, c'est vraiment le critère optimal? L'IMC, c'est pas parfait parce que ça distingue pas bien le muscle de la masse grasse. Ça mesure pas la graisse viscérale. Ça tient pas trop en compte les différences de sexe, d'âge et de morphologie. Une femme très musclée peut avoir un IMC élevé sans excès important de graisse, par exemple. Donc, l'IMC, c'est vraiment pas le critère optimal pour mesurer ça, contrairement à une mesure d'impédance-métrie type DEXA-scan. Le tour de taille également est hyper important chez la femme, je vous le disais, il devrait être en dessous de 80 pour déjà avoir un critère d'insulino-résistance minime. Mais il y a plein de choses qui peuvent... Le DEXA-scan, ça permet d'évaluer la masse grasse, la masse maigre, la densité minérale osseuse. On pourrait également utiliser une IRM, un scanner, mais ils ne sont clairement pas utilisables en routine pour de la perte de poids. Donc, dites-vous que le plus fiable, c'est l'impédance-métrie. Quel est le risque majeur après 40 ans? Vous l'avez compris, c'est de perdre du muscle, c'est la sarcopénie, c'est vraiment le point le plus important. Quand on perd du poids, on ne perd jamais exclusivement de la graisse, malheureusement, et on perd toujours une partie de sa masse maigre. La masse maigre, on la mesure du coup, par exemple, avec un DEXA-scan. Elle ne correspond pas uniquement aux muscles, elle comprend également de l'eau, des organes et des tissus non graisseux. Il faut éviter les raccourcis du type 40% du poids perdu correspond forcément à du muscle détruit. Pas exactement ça que mesurent les impédances mètres. Néanmoins, une perte significative de masse maigre, ça peut se produire avec une perte de poids rapide et notamment lorsque les apports protéiques sont trop faibles. Une personne qui ne pratique pas assez de renforcement musculaire également et qui est déjà sarcopénique, qui va être trop sédentaire avec les effets digestifs du traitement qui vont l'empêcher de manger suffisamment, on peut avoir un risque de sarcopénie vraiment augmenté. En général, le traitement entraîne une réduction évidemment bien plus importante de la masse maigre. En général, le traitement
En général, le traitement entraîne évidemment une perte de masse maigre. En général, le traitement entraîne évidemment une réduction plus importante de la masse grasse que de la masse maigre, mais la masse maigre, du coup, vous l'avez compris, a également tendance à diminuer. Dans la plupart des études, la perte de masse grasse, elle correspond à 3/4 de la perte de poids. À la ménopause, à la périménopause, c'est particulièrement important parce que la femme est déjà exposée à une diminution progressive de sa masse et de sa fonction musculaire, avec notamment un appétit moins tourné vers les protéines et également un risque de perte osseuse. Donc, si on ajoute une perte de poids très rapide, un apport énergétique bas avec peu de protéines et peu ou pas assez de renforcement musculaire, on va créer une situation défavorable. Et là, la patiente, elle voit certes son poids diminuer, mais elle se sent aussi plus faible. Son métabolisme de repos diminue, elle a moins de force et elle peut être davantage fatiguée. Le visage peut se creuser plus rapidement. Et là, on se prépare potentiellement à une reprise de poids plus défavorable, mais avec moins de muscles qu'au départ. C'est le véritable cercle vicieux, le phénomène yo-yo qu'on retrouve aussi dans les régimes répétés. Le plus important, c'est vraiment de prendre en compte la composition corporelle en préservant autant que possible le muscle, la force et les os. Alors, quelle est la meilleure stratégie? La meilleure stratégie, c'est vraiment de combiner un protocole qui permette de réduire la faim, d'augmenter la satiété, mais pas uniquement. Il faut vraiment prendre en compte l'activité physique et l'apport de protéines. Bien évidemment, tout ça, on l'adapte notamment à la fonction rénale de la patiente, par exemple, pour la quantité de protéines, à ses objectifs, à son âge. Mais une erreur fréquente, ça consisterait à laisser une patiente sous analogue GLP-1 et si elle n'a pas faim, ne manger qu'une soupe, un yaourt le soir, par exemple, et considérer ça comme une victoire. Là, on a clairement une ordonnance pour une fonte musculaire accélérée. Donc vraiment, il faut organiser les repas pour qu'il y ait toujours une véritable source de protéines. Des œufs, du poisson, de la volaille, de la viande, des produits laitiers riches en protéines, du tofu ou des associations adaptées, si on est végétarien, de protéines végétales. Lorsque les quantités alimentaires deviennent trop minimes, la densité nutritionnelle, elle doit augmenter. Chaque repas doit compter parce que l'appétit diminue. Donc, la quantité, le volume des aliments ingérés est souvent moindre. Ensuite, le renforcement musculaire, c'est pas juste marcher, c'est pas faire un peu de vélo d'appartement ou un peu de cardio. La marche et le cardio, c'est excellent pour la santé, notamment pour la santé cardiovasculaire, mais pour demander à l'organisme de maintenir sa masse musculaire, notamment pendant une perte de poids, il faut absolument lui envoyer un signal mécanique. Ce signal, c'est le travail contre résistance, idéalement des haltères, mais aussi des machines, des élastiques, du poids du corps, et également des exercices fonctionnels qu'on va progressivement augmenter en intensité. On cherchera au moins 2 à 3 séances de renfort musculaire par semaine minimum. On adapte au niveau de départ, aux articulations, aux pathologies éventuelles. Le but, c'est pas de transformer les femmes en culturistes, hein. Le but, c'est de préserver leur force pour leur longévité, pour leur autonomie et leur capital métabolique. Le muscle, c'est un organe métaboliquement actif. Quand il se contracte, il libère des molécules qu'on va appeler les myokines, qui sont impliquées dans la communication avec les autres tissus. Et surtout, le muscle, c'est un site majeur d'utilisation pour le glucose. Préserver et développer du muscle, ça contribue à améliorer la sensibilité à l'insuline et la santé métabolique. Alors, GLP-1 et traitement hormonal de la ménopause.
Ça, c'est une question hyper intéressante. Est-ce qu'il faut associer les deux? La réponse, elle est essentielle. Le traitement hormonal de la ménopause, il ne faut pas le voir comme un médicament amaigrissement. Ce n'est pas un médicament amaigrissant, ça va modifier la répartition des graisses, qui vont plutôt avoir tendance à aller vers les graisses sous-cutanées que viscérales, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il ne doit pas être prescrit pour faire perdre du poids. L'indication, elle repose sur des symptômes et sur des complications liées à la baisse des oestrogènes. Le rapport bénéfice-risque individuel et les éventuelles considérations de prévention, par exemple osseuse, doivent évidemment rester en tête. C'est vraiment ça qu'on doit garder en premier. Mais en revanche, en améliorant les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et la qualité du sommeil, même certaines douleurs, et le moral, et parfois aussi la capacité à rester physiquement active en réduisant des douleurs articulaires, le traitement hormonal, il peut indirectement, évidemment, faciliter une meilleure hygiène de vie. Il va atténuer certaines modifications défavorables de la répartition des graisses corporelles liées à la carence en oestrogènes, mais ça ne constitue pas un traitement en cas d'obésité. Donc, chez les femmes ménopausées, utiliser un traitement hormonal permet de perdre davantage de poids sous analogue GLP-1. Mais on n'a pas encore suffisamment d'études pour donner des chiffres et pour affirmer ça. Mais c'est du bon sens par rapport à la physiologie et aux mécanismes d'action. On ne peut donc pas affirmer que le traitement hormonal augmente directement l'efficacité des analogues GLP-1, mais clairement, il y a des différences entre les types de femmes sur les études qui utilisent les deux ou qui n'ont que les analogues GLP-1. Il y a une question pratique importante, c'est par rapport aux traitements oraux. Les traitements à base d'incrétine vont ralentir la vidange gastrique et du coup vont modifier l'absorption de certains médicaments, en particulier quand on démarre le traitement. Donc là-dessus, on recommande une vigilance particulière, notamment chez les femmes qui vont prendre le progestatif par voie orale. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour garantir que la progestérone va protéger de la même façon l'endomètre chez ces femmes-là. Pour les formes transdermiques d'œstrogènes, les patchs, le gel, etc., par contre, là, la question, elle ne se pose pas. Chez une femme en périménopause qui peut encore être enceinte, il faut également aborder la question de la contraception. Une perte de poids et une amélioration métabolique peuvent restaurer l'ovulation chez certaines femmes, notamment en cas de SOMP. Donc, là encore, il faut penser aussi à la contraception. Et bien entendu, oui, c'est du bon sens, mais j'ai oublié de vous dire, on n'utilise pas ces traitements pendant la grossesse. Ça, c'est du bon sens. Pendant la grossesse, vous le savez, on prend le moins de traitements possible. Alors, point important, les effets secondaires. Les effets secondaires les plus fréquents, ils sont digestifs. C'est des nausées, des lourdeurs au niveau digestif, du reflux, constipation, diarrhée, vomissement, ballonnement et parfois une perte hyper importante de l'appétit. C'est souvent plus marqué à l'introduction du traitement ou lors d'une augmentation des doses. La règle simple, c'est de ne pas chercher à monter la dose trop vite. Et la meilleure dose, c'est clairement pas la dose optimale. C'est la dose minimale efficace. C'est celle qu'on tolère et qui permet une évolution clinique favorable. Voilà, si c'est trop rapide, on va s'exposer à plus de complications. Donc, en pratique, il faut parfois fractionner les repas, manger plus lentement, réduire les portions aussi, identifier s'il y a des éléments, des aliments qui sont déclencheurs et prévenir la constipation avec un bon apport de fibres, une bonne hydratation et une bonne activité physique. De même, arrêter systématiquement toute boisson avant de se coucher, ce n'est pas une recommandation forcément optimale chez tout le monde. Donc, il faut vraiment rester à l'écoute et les effets principaux, c'est cela. En cas de douleur abdominale majeure, de vomissement incoercible, bien sûr, il faut consulter rapidement. On parle un peu d'Ozempic Face, le visage Ozempic, est-ce que ça existe? Alors oui, mais ça existe comme pour toute perte de poids très rapide, ce n'est pas spécifique
ce qu'on observe sur une perte de poids importante et rapide, c'est qu'on va vider également les graisses au niveau du visage. Et la graisse sur le visage, c'est vraiment l'anti-âge, c'est vraiment important. On peut avoir une fonte temporale, les joues très creusées, une perte de soutien aussi, du coup, dans la partie moyenne et inférieure du visage, et un relâchement qui est accentué avec des sillons plus marqués, une peau plus fine, et finalement un aspect vieillissant. Donc ça arrive également avec des chirurgies bariatriques ou des pertes de poids très importantes. Donc Ozempic Face, oui, ça existe. La solution, c'est pas d'injecter immédiatement des quantités massives d'acide hyaluronique. Il faut stabiliser le poids, évaluer la perte de volume réel et réfléchir à une stratégie qui combine une restauration des volumes, mais aussi prendre en compte la qualité de la peau et restaurer une fermeté cutanée optimale. Pour ça, il y a plein de choses. En médecine esthétique, on peut faire de la biostimulation, du resurfacing, des injections pour restaurer les volumes. Donc, tout ça, ça vient après. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'arrêt du traitement? Ça, c'est la question qu'on évite parfois. Est-ce que je vais devoir prendre ça toute ma vie? L'obésité, c'est une maladie chronique. Il faut envisager chez certaines personnes un traitement prolongé. Lorsque le médicament il est arrêté, les mécanismes biologiques de faim et de régulation du poids peuvent réapparaître. Donc, on peut reprendre du poids, c'est même assez fréquent, mais il faut vraiment avoir une stratégie de progressivité. Donc, il faut réfléchir à une stratégie au long terme et à l'hygiène de vie qui s'accompagne à la mise en place du traitement comme à la diminution et à l'arrêt progressif. Question intéressante, est-ce que c'est un traitement anti-âge? Alors, je vais être claire, les analogues GLP-1, ce n'est pas à ce jour un médicament anti-âge officiellement démontré, mais c'est probablement une piste d'avenir, mais utilisée en microdose, notamment sur la résistance à l'insuline, qui, elle, fait un peu le lit des maladies de civilisation. Donc ça, c'est une piste peut-être dont on pourra mieux parler d'ici 5-10 ans. Ces maladies métaboliques, c'est le diabète de type 2, c'est la stéatose hépatique, la NASH, etc. Donc, il est probable qu'avec des microdoses, on puisse améliorer chez certaines personnes le vieillissement, effectivement. Les recherches, elles sont en cours. On n'a pas encore de données suffisantes, mais elles portent sur les effets métaboliques, inflammatoires, cardiovasculaires, mais aussi hépatiques, sur le rein et sur l'effet cognitif aussi. Donc, c'est passionnant. Mais il faut distinguer les perspectives, pour l'instant, de recherche des indications médicales qui sont démontrées. Ça, c'est hyper intéressant, mais on ne peut pas, pour le moment, dire une femme qui prend aussi, par exemple, pendant la grossesse, on nous pose la question, est-ce qu'une femme qui prendrait du GLP-1 casse le cycle épigénétique de l'obésité pour ses petits-enfants? Là encore, on pourra répondre dans quelques années, mais là, c'est vraiment beaucoup trop tôt. Mais c'est des pistes passionnantes de réflexion. Alors, bonne ou mauvaise idée à la ménopause? Chez une femme qui présente une obésité ou un surpoids accompagné de complications métaboliques, ces traitements peuvent représenter une avancée en santé majeure en réduisant la faim, en diminuant le bruit alimentaire, en optimisant la sensibilité à l'insuline et du coup permettre une perte de poids importante. Donc, ça va améliorer des paramètres métaboliques et dans certaines populations à haut risque, ça va vraiment réduire des événements cardiovasculaires délétères. Mais ça ne doit pas être banalisé. C'est certainement pas pour perdre quelques kilos et ça ne peut pas se faire sans une évaluation médicale optimale. Ça ne remplace pas non plus les protéines, ça ne remplace pas le renforcement musculaire et ça doit vraiment rester une stratégie globale. Et encore une fois, la périménopause à la ménopause, l'objectif, c'est pas d'être la plus mince possible, la plus slim possible, c'est d'être la plus forte possible métaboliquement, en bonne santé, fonctionnellement aussi et pour une longévité optimale. C'est vraiment préserver son autonomie pour les décennies qui viennent. Retenez donc les analogues GLP-1 lorsque c'est médicalement indiqué avec un apport protéique suffisant
du renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine et évidemment un suivi médical rigoureux. Ça peut être une prescription réussie et c'est un accompagnement hyper intéressant. Dites-moi si cette vidéo vous a intéressé et n'hésitez pas à la partager, à l'enregistrer. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains sujets. À bientôt!